Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pas d'épisode sur comment devenir millionnaire, comment investir comme un millionnaire. On va pas parler forcément de bourse dans cet épisode, mais on va analyser la situation économique un petit peu et surtout cette phrase et cette chose qu'a dit le chef économiste du FMI, récession mondiale en 2023. Mais avant de vous partager ça, on va voir finalement qu'est-ce que c'est une récession. Alors, la récession, c'est quoi? Ben, c'est simple, c'est tout simple. C'est en fait quand le PIB d'un pays, d'accord? Quand le PIB d'un pays, donc c'est finalement la production de richesse dans le pays, eh bien, il va reculer pendant 2 trimestres consécutifs. Voilà, 2 trimestres consécutifs. Consécutifs. Voilà, voilà ce que c'est finalement la récession. C'est le recul temporaire du PIB, du PIB d'un pays. Voilà. Et on est à l'aube. euh, on est à l'aube de ça sur 2023. Finalement, on a eu, bah, c'est tout simple, hein, on a eu une pandémie, une pandémie en 2020. On pensait que finalement, on allait s'en sortir. Et puis, boum, 2022, on se retrouve avec une guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine, une inflation, et on le verra tout à l'heure, record. Et on verra que au mois de septembre, elle a été de 10% en Europe. On se retrouve avec on est finalement pénurie énergétique, pénurie énergétique, que ce soit carburant, même si là on était surtout sur la crise euh, avec Total, mais on est dans une vraie pénurie énergétique. On paye finalement les mauvaises décisions qui ont été prises. Et je ne fais pas de politique sur cette chaîne, mais on paye finalement les mauvaises décisions et 20 ans de non-décisions politiques concernant l'entretien de nos centrales nucléaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une vraie problématique, surtout, surtout en France. Donc en fait, c'est toute l'économie mondiale, finalement, qui est mise à rude épreuve et qui fait que on va se retrouver en 2023 dans cette récession mondiale. Et en fait, je vais vous partager tout de suite la citation de Pierre-Olivier Gourinchas, qui est le chef économiste du FMI. C'est lui qui a dit ça. Il a dit la chose suivante. En résumé, le pire est à venir et pour beaucoup de gens, 2023 ressemblera euh, à de la récession. Voilà. Et ça, c'est sa phrase. Donc, ça peut paraître faire peur finalement. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver dans une situation encore plus complexe et plus compliquée sur 2023. Mais les prévisions de croissance sont également pas terribles. Le FMI, voilà les prévisions de croissance mondiaux et mondiales publiées par le FMI, euh, où on voit que, bon, si on prend les États-Unis, on va passer d'1,6 à 1%. La zone euro, c'est là vraiment le gros impact. C'est sur la zone euro où on va passer de 3,1% à 0,5%. Donc une croissance quasi nulle. Pourquoi? Ben, les Allemands qui vont avoir une croissance négative sur 2023. La France, hein, on est quasiment à zéro. Enfin, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué pour nous. Là, on est passé d'une croissance de 2,5% en 2022, on va passer à 0,7% en 2023. Et on peut le voir, et on va le voir, euh, que finalement, bon, on a un marché, bon, vous savez que enfin, moi je suis entrepreneur et on a un marché de l'emploi quand même qui est compliqué. En termes de recrutement, c'est très compliqué pour les entreprises de recruter des gens et on se retrouve avec euh, eh bien des entreprises qui vont tout simplement faire attention à leurs dépenses, faire attention hein, avec cette crise énergétique. Les prix ont flambé, certains industriels aujourd'hui ferment leur usine parce que ça leur coûte moins cher de laisser leur usine fermée, tellement les prix d'électricité ont explosé, mais ce qui fait que finalement, l'impact va se faire sur les commandes. Finalement, on prend le marché automobile, le marché industriel, où on a un marché automobile qui a, qui a baissé énormément et toute la production autour des voitures, autour des véhicules, est également impactée. Toute cette production d'acier qu'on peut avoir est également impactée. Et ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des industriels qui vont décider de serrer la vis
de produire beaucoup moins, de mettre des gens au chômage technique, et ce qui fait qu'ensuite, eh bien, cet effet de, voilà, de récession, hein, c'est euh, l'inversion entre l'offre et la demande qui va se faire, où on va avoir beaucoup moins de personnes et beaucoup moins de gens qui vont consommer. Donc, l'Italie également avec une croissance négative à 0,2%. L'Espagne qui va passer de 4,3 à 1,2, et puis le Royaume-Uni qui aura quasiment une croissance quasi nulle, hein, sur le Royaume-Uni. On va passer de 3,6 à 0,3. Vous savez que la situation au Royaume-Uni est très compliquée, avec la Première ministre qui a fait que 44 jours, il me semble, de mandat. Donc c'est vrai que ça reste compliqué. Et on voit que les pays émergents et les pays en voie de développement eh ben, sont en train de tirer leur épingle du jeu, puisque les Chinois vont passer de 3,2 à 4,4, donc une croissance qui va être au-delà de ce qu'ils ont connu sur 2022. On a l'Inde également, qui est un pays qui a très forte croissance. Certains parlent de l'Inde comme la future Chine et la future grosse puissance économique mondiale dans les années à venir. On voit qu'eux, ils vont passer de 6,8 à 6,1%, ce qui reste quand même très intéressant. Et on voit que eh bien, le monde va se contracter, la croissance mondiale va se contracter de 3,2% pour passer de 3,2% en 2022 à 2,7% sur l'année 2023. Alors, j'en parlais, je vous le disais tout à l'heure, finalement, euh, c'est en partie aussi donc tout ce qu'on a connu, la guerre en Ukraine, la pandémie, hein, on n'est pas revenu ça nous a fait très mal cette pandémie économiquement, mondialement. Donc on n'est pas revenu encore à des niveaux d'avant 2010, 2020, qu'on est reparti avec une guerre qui nous fait très mal. Et finalement, c'est l'inflation qui en grosse partie, et on va le voir ici dans l'inflation de la zone euro, hein, sur septembre, donc qui en partie ben, c'est une source donc, de Oxford Economics, va nous permet de penser ou de dire que 2023 va être compliqué. Voilà. Et c'est loin d'être terminé, cette inflation. Là, on est sur le mois de septembre, hein, publié sur les échos, avec une inflation qui est toujours très, très, très compliquée en, en Europe. Avec et d'ailleurs 10%, avec d'ailleurs dans le monde, hein. Je crois d'ailleurs que même si on prend juste la Turquie, a connu une inflation, je crois que les Turcs ont une inflation à 84%, il me semble. Donc, ça reste quand même très compliqué. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qui sont les grands gagnants de ça? Est-ce que finalement, on peut parler de grands gagnants, mais peut-être que finalement, les Américains sont en train de tirer leur épingle du jeu. Et alors, attention, hein, je ne suis pas complotiste ou autre, je fais simplement cette analyse, simplement de se dire, bah, les Américains sont peut-être les personnes qui vont. Alors, naturellement, ils souffrent comme les Européens, euh, mais quand on regarde les devises, et on va le voir sur le graphe juste après, euh, on va le voir sur le graphe juste après, quand on regarde les devises américaines, le dollar, on voit que c'est très haussier sur le long terme. Alors là, c'est le Bitcoin, mais on va regarder l'USD euro. On voit que, bon, vous voyez, c'est quand même dans toutes les devises, de toute façon, on a un dollar qui est hyper, hyper haut, hyper fort. Si on prend le G ici, avec la livre sterling, on voit encore que ça reste le dollar, il est, il est supérieur, il est toujours haussier. C'est pareil avec le, le, le yen, le yen japonais. C'est pareil, on voit encore une fois un graphique qui est assez haussier. Donc finalement, est-ce que l'Amérique, et je vous laisserai commenter sous la vidéo, est-ce que l'Amérique finalement est le grand gagnant et va être le grand gagnant en termes de puissance économique, en termes de cette situation et de cette guerre? En tout cas, ça se traduit par un dollar qui est de plus en plus fort, très très fort, et qui est en train de mettre à mal euh, une économie mondiale. Et puis, on le voit, hein, même l'euro-dollar, si on regarde l'euro-dollar, on voit qu'on est encore sous la zone de neutralité, hein, des 1, hein. On est à 0,98. Donc on a encore
un euro qui est beaucoup plus faible que le dollar américain. Donc la question, finalement, qu'on peut se poser, mais c'est quoi la sortie finalement pour 2023? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai pas forcément cette réponse, naturellement, mais est-ce que on voit beaucoup de gens qui veulent investir leur argent, qui savent pas comment faire, etc., etc. Qu'est-ce qui est finalement la solution miracle pour se protéger de cette croissance, enfin, de cette récession mondiale qui aura lieu, qui va avoir lieu sur 2023? Finalement, est-ce que, comme je vous le disais, c'est pas 2023 l'année qui va nous permettre d'investir son argent? Il y a plusieurs moyens de le faire. Soit vous dites, bon, ben, moi, je vais investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est mon truc. Soit moi, j'y crois dur comme fer et je vais aller vers le marché des cryptos. Et soit ben, je vais aller vers la bourse. Alors, on va voir ces trois véhicules d'investissement. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, ben, est-ce que c'est le mieux? Alors, moi, je vais vous donner mon avis personnel, d'accord? Ça n'engage que moi. Et naturellement, je vous invite à mettre vos avis dans les commentaires sous la vidéo. Mais est-ce que c'est mieux d'investir dans l'IMO, dans la bourse ou en crypto? On va voir différents articles. Je vais vous partager différents articles. Concernant l'immobilier, il y a de nombreux observateurs finalement qui vont s'attendre à un ralentissement économique en 2023 sur le marché de l'immobilier. En 2022, hein, souvenez-vous, on a eu quand même un crédit sur deux qui était refusé. Donc, c'est vrai que cette partie-là, c'était pas forcément pour tout le monde et ça restait quand même compliqué. Souvenez-vous aussi, l'immobilier, ça reste un métier, d'accord? Euh, alors, je suis pas là je vous donne mon avis. Je n'investis pas forcément dans l'immobilier parce que j'ai pas le temps, mais ça reste un des moyens qui vous permettra aussi, un des piliers qui vous permettra également d'atteindre votre liberté financière. Mais disons que l'immobilier, comparé à la crypto ou à la bourse, ça va vous demander beaucoup plus de temps. C'est un métier, d'accord? Je vous l'ai dit, c'est un métier. Il va vous falloir, eh bien, il va vous falloir un notaire, il va vous falloir un agent immobilier, d'accord? Et puis, si vous décidez de faire une SCI, eh ben, il va vous falloir un comptable pour suivre un petit peu votre comptabilité. Et puis, vous allez passer également eh ben, énormément de temps à faire finalement les recherches dans les biens dans lesquels vous voulez investir. Alors, je vous parlais du ralentissement économique tout à l'heure, et je vais vous repartager tout de suite une nouvelle chose sur l'immobilier. Donc ici, c'est un article, hein, selon l'Observatoire Crédit Logement. Donc, on a vu que les taux d'emprunt, ils ont augmenté pour passer de 1,04% en septembre 2021 à 1,88% sur septembre 2022, toutes durées confondues. Ça, c'est Michel Mouillard qui l'explique, qui est directeur de l'Observatoire dans Les Échos. Voilà. Et depuis le début de l'année, eh bien, les taux, quelle que soit la durée des prêts, ils ont augmenté d'au moins 80 points de base. Et cette hausse, pardon, elle est causée par ben, l'accélération de l'inflation. J'en parlais en début de vidéo, hein, avec une inflation, en tout cas en Europe, de 10% sur le mois de septembre. Donc, on voit clairement bah, aussi, l'Observatoire fait une observation intéressante, c'est qu'il dit que bon, bah, il y a une baisse de production des crédits immobiliers. Et là, il donne le détail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un crédit sur deux a été refusé. Et là, on a la période observée finalement de l'évolution de la production des crédits, de juillet à septembre 2022 versus juillet à septembre 2021, où on est quasiment à moins 28%. Comparé à la période 2021, d'octobre 2021 à septembre 2022, on est passé. Donc, c'est de octobre 2021 à septembre 2022 versus octobre 2020 à septembre 2021. Là, on est à moins 12%. Donc, voilà. Donc, l'immobilier, ça reste un marché compliqué sur 2022. Sur 2023, ça va être également compliqué. Et cet article, en tout cas, nous montre que cette hausse de taux a fait baisser les crédits immobiliers. Donc, est-ce que finalement, c'est pas le marché des cryptos est-ce qu'on n'est pas arrivé finalement dans la fin des marchés baissiers? Et est-ce que c'est le prochain bull run sur l'année 2023?
On va le voir tout de suite ici. Donc, ici, je vous partage un petit article également sur finalement, est-ce que la météo du Bitcoin elle est bientôt ensoleillée? Il y a une stagnation du Bitcoin autour des 20 000 dollars et de plus en plus d'acheteurs, finalement, ils anticipent une reprise flamboyante du Bitcoin et du secteur des cryptos en général. Alors, est-ce que finalement, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel pour le Bitcoin l'année prochaine? Et Hunter Horsley, le CEO de Bitewise Asset Management, lui, il pense que bah, finalement, le rudiver crypto qu'on traverse, c'est une bonne période d'accumulation pour le prochain marché haussier, le fameux bull run. Et il estime même, le dirigeant, dans une interview qu'il a accordée à Bloomberg Technology, que le marché des cryptos, bah, il devrait commencer à se redresser en 2023 avec une accélération croissante de cette hausse jusqu'en 2025. Voilà, donc, le marché des cryptos, bon, il y a beaucoup de pro-crypto. Ça reste aussi un moyen, peut être un moyen également de vous protéger, de protéger son argent, d'investir une partie de son argent, 10-15%, sur les cryptos. Et je vais vous partager, on va voir la petite analyse un petit peu, on va regarder l'analyse du Bitcoin, qu'est-ce que ça peut donner. Le Bitcoin, on le voit ici, hein, une grosse accumulation hein, du Bitcoin. Bon, dans l'article, hein, vous voyez, dans la zone des 19 455 dollars, donc grosse zone ici des 20 000 dollars. On est sous les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. On est également sous le RSI à 50 et sous la zone de neutralité des 50. Donc clairement, pour l'instant, ce sont les vendeurs à découvert qui shortent le marché qui sont gagnants. Et naturellement, pour les particuliers comme nous, on reste à l'écart de ce type de marché. Si on est investisseur long terme, pour l'instant, c'est clairement pas le moment d'aller faire n'importe quoi sur le marché des cryptos. C'est le moment d'accumuler finalement un peu de cash pour pouvoir rentrer quand ça va être le moment, quand les conditions, finalement, quand les signaux vont être positifs. Et nous, c'est ce qu'on fait, en tout cas au sein de notre école, au sein de la BBA. C'est tant qu'il n'y a pas un signal acheteur positif, eh bien, on va clairement pas se positionner sur ce type de marché. Donc là, on voit clairement qu'on a une stagnation, une grosse stagnation du Bitcoin, une grosse période d'accumulation. Deux scénarios possibles, hein. Soit on continue ce marché pendant un certain temps, jusqu'à la fin de l'année, on fait rien, hein, euh, et puis on reste dans cette période de stagnation. Soit, ben, à un moment donné, on va venir taper ici la zone des 18 500 euros. Une première fois, on l'a tapé ici, hein, aux alentours du mois de septembre. Donc, soit on vient, on l'a retapé encore une fois. À ce moment-là, on pourra avoir une probabilité de rebaisser encore de nouveau sur le marché des cryptos pour aller chercher la zone des 16 000, le marché du Bitcoin, pardon, pour aller chercher cette zone des 16 000. Soit scénario haussier où on va aller chercher la zone des 22 000 et on va exploser cette zone des 22 000 pour se retrouver en 2023, aller titiller la zone des 25 000, 26 000, 30 000, 30 000, 30 000 euros. D'accord? Donc, voilà un petit peu la tendance sur le Bitcoin. Euh, je pense que sur l'Ethereum, on peut le voir également. Je vous partage l'Ethereum. On peut le voir, hein, c'est les deux plus grosses capitalisations boursières. Donc, on voit que l'Ethereum, ça se comporte de la même façon, hein. On est sous les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. On est sous le RSI des 50. Donc clairement, pour l'instant, on est short et on est vendeur à découvert sur ce marché. Grosse période d'accumulation ici. On voit, on fait quasiment rien hein, depuis le mois de septembre, hein. On fait quasiment rien. Donc bah, pareil, deux scénarios possibles. On va venir toucher ici la zone des 1252 et on vient casser cette zone et on se retrouve avec un nouveau marché baissier et on va aller chercher la zone des 900 dollars. Bon, perso, j'y crois pas forcément. Et soit ben, on retourne au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes, et puis on va aller chercher la zone haussière ici, pourquoi pas des 1600, voire 1700, et pourquoi pas même les 1900 ou 2000 euros, peut-être sur l'année, sur fin d'année ou début d'année 2023 ou trimestre. Ça, je ne suis pas Madame Irma, finalement, et personne ne le sait vraiment. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a également la partie bourse qui peut être également intéressante. Ça peut être également intéressant d'investir sur cette partie et on va voir comment est-ce que ça vaut toujours le coup d'investir et comment les particuliers finalement se sont comportés. Par rapport à la bourse, finalement, tout le monde essaye de savoir quel est le meilleur secteur dans lequel investir. Est-ce que c'est le secteur des technologies?
Est-ce que c'est la biotech et j'investis dans ces secteurs? Est-ce que finalement on entend beaucoup parler d'hydrogène, d'électricité avec les prix qui flambent? Et finalement, c'est quoi le secteur dans lesquels il faut investir? Mais en fait, 2022, on l'a vu sur les marchés, en fait, ça s'annonce comme le pire, le pire millésime de l'année, enfin, le pire millésime pour les investisseurs particuliers. Pour les particuliers, ça s'est quand même bien cassé la gueule, hein, il faut le dire, ça s'est cassé la gueule. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont perdu énormément d'argent. On a eu, c'est simple, les actions qui se sont effondrées, les obligations qui se sont également effondrées. Et ça, c'est très rare, hein, sur les marchés d'avoir et les obligations et les actions qui s'effondrent. Souvent, quand vous avez les actions qui s'effondrent, eh ben, vous avez les obligations d'État qui augmentent. Et inversement, quand vous avez les obligations d'État qui diminuent, eh bien, vous avez les actions finalement qui augmentent. Et on a eu pas mal de pertes on a eu pas mal de pertes sur les actions, notamment, eh bien, si on prend le cas de Netflix, hein, par exemple. Netflix, depuis le début de l'année, Netflix a perdu 59% de sa valeur. On a Apple qui a bien réagi, hein, ça reste une valeur sur Apple, mais ça n'a pas empêché Apple de perdre 19%. On a également Microsoft qui a perdu 28% de sa valeur depuis le début de l'année, et sans parler de l'action Tesla qui, elle, a également perdu 47% de sa valeur. Et puis, on a également eh bien, les obligations d'État qui ont également perdu. Alors, si vous prenez le TLT, par exemple, le TLT, c'est les obligations d'État américaines à 20 ans. Le TLT, lui, a perdu 41%. C'est juste hallucinant et c'est juste énorme. Et on a également les obligations OBLI du marché européen. Je vous rappelle que si tu ne sais pas, OBLI, eh bien, il est éligible sur ton PEA. Bon, c'est pas un conseil d'investissement, mais OBLI qui est bien, puisque pour le particulier français, il peut investir sur son PEA directement. Mais les obligations, eh bien, ont perdu sur le marché européen 20%. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, les actions, les obligations, la bourse, l'année 2022 n'est clairement pas un grand cru. Alors, finalement, ceux qui sont en train de tirer leur épingle du jeu sur les marchés, et notamment le marché américain, ce sont finalement ce qu'on appelle les fonds d'investissement ou les fonds monétaires. Les fonds d'investissement, fonds monétaires, qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Pour les investisseurs particuliers américains, il y a 140 milliards de dollars qui ont été investis dans ces fonds aux États-Unis en 2022, selon un institut, l'Investment Company Institute, qui a fait ce constat et qui a dit que les Américains avaient investi 140 milliards de dollars, pardon, milliards de dollars dans ces fonds. Alors qu'en 2021, ces mêmes particuliers avaient retiré finalement de ces fonds 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars qui avaient été retirés par les particuliers sur ces fonds en 2021. Et, et c'est ça qui est incroyable. Et donc, en fait, ces fonds-là, ils suivent quelques règles en fait, spécifiques. C'est qu'en fait, le but de ces fonds d'investissement et de ces fonds monétaires américains, c'est d'optimiser la liquidité, d'accord? D'optimiser la liquidité et la sécurité des fonds. Et la sécurité des fonds, d'accord? Et en fait, dans ces fonds-là, en priorité, ils vont investir sur des titres qui vont immédiatement réagir au taux d'intérêt, en fait. Euh, donc, ils vont immédiatement réagir au taux d'intérêt. Au taux d'intérêt. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, la Fed, pardon, la Fed aux États-Unis, elle a augmenté ses taux.
d'accord? Elle a augmenté ses taux. Eh bien, mécaniquement, ces fonds, ils ont permis finalement, grâce à ça, d'être plus attractifs pour le particulier américain. Et si on prend l'exemple de l'index des 100 plus grands fonds américains, des 100 plus grands fonds américains, cet index, c'est le Crane 100 Index, il me semble. Crane 100 Index, qui est l'index de ces 100 plus grands fonds américains. Le taux, le rendement est passé de 0% à 2,79%. Voilà. Donc, ça montre finalement l'impact qu'a eu ces fonds et ces fonds monétaires sur le particulier. Donc, quand on est passé de 2021, là, on était en début d'année, pardon, début d'année 2022. Donc là, on est en janvier 2022. Janvier 2022. Et là, on est en octobre, il me semble, ou septembre, enfin octobre 2022. Donc, on est passé de 0 à 2,79%. Voilà. Donc, ça reste quand même très intéressant. Et finalement, ce sont les fonds monétaires en bourse, en tout cas, aux États-Unis, qui ont tiré leur épingle du jeu par rapport à ça. Alors, naturellement, tout ce que je vous dis là, ce n'est que mon avis, c'est une analyse que j'ai fait par rapport à ça. Naturellement, tout le monde trouvera finalement, c'est important de trouver qu'est-ce qui est le plus important pour vous et qu'est-ce qui vous permet et comment vous pouvez finalement vous permettre d'investir. Alors, moi, je vous invite à donner vos avis dans les commentaires. Finalement, est-ce que vous partagez ce que je viens de dire ou pas? Et en attendant, il faut toujours rester prudent, toujours, toujours rester vigilant, peu importe dans quel domaine vous allez faire. Voilà. Alors, pour ceux qui sont, je le dis, enfin, on est à la fin quasiment de cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus, qui veulent aller un petit peu plus loin, notamment sur la bourse, ben moi, je vous invite à rejoindre notre école, là, hein, la BBA. Et comment? Ben, il vous suffit d'aller voir toutes les infos qui sont sous la description de la vidéo. Et puis, ça vous permettra de voir ce qu'on fait au sein de notre école, au sein de la BBA. Voilà, en tout cas, les amis, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à partager. Et puis, laissez-moi vos avis dans les commentaires. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.